On aimerait qu'il soit encore là. On aimerait qu'il soit encore là. Tu sais, j'avais l'impression qu'il comprenait pas ce que je vivais. Donc, d'accord, c'est malaisant. Tout a commencé quand j'avais un petit peu avant 7 ans. Ben, je vous dirais 7 ans. J'avais 2 sœurs alors. Ma plus jeune sœur, 2 ans, Megan, et mon autre sœur, 5 ans, Maïka. Maïka et moi, on était très proches étant donné justement l'écart d'âge qui n'était pas si grand. Alors un jour, ma mère est venue me voir et m'a dit « Alison, Maïka a des troubles justement avec ses amygdales. Alors elle va subir une opération. » Donc je me suis dit « D'accord, pas de problème. » Une opération aux amygdales, ma mère m'avait dit « Ça va bien se passer. » J'avais 7 ans au moment, c'est sûr que avec aujourd'hui, j'avais pas le même mental, je pensais pas pareil. Donc oui, j'avais un petit peu peur, mais sans plus. Alors les jours sont passés. Et puis, je me suis préparée avec ma sœur pour qu'elle ait justement séjourner à l'hôpital. J'ai fait ses valises avec elle. On a mis quelques-uns de ses toutous dans une valise ensemble, je m'en souviens encore. Lorsqu'elle est partie séjourner à l'hôpital, je suis directement allée, moi, me faire garder chez ma tante. Alors, lors de mon séjour chez ma tante, je me souviens pas nécessairement de tous les détails. Encore une fois, c'est très flou dans ma tête. Par contre, j'ai le souvenir de mon cousin, qui est un petit peu plus vieux que moi, qui parlait justement d'hémorragie par rapport à ma sœur. Du haut de mes 7 ans, je comprenais pas nécessairement le terme hémorragie. Alors, ça a un petit peu passé là, entre mes 2 oreilles. Finalement, ma tante m'a dit « Alison, on va aller rendre visite à ta sœur. Elle est rendue à Québec. » Parce que moi, je viens justement, je suis native de la Beauce. Alors, elle s'était fait opérer justement à Saint-Georges-de-Beauce. Alors, je suis allée à Québec avec ma tante et tout. Et là, je vais voir ma sœur. Donc, j'entre dans la chambre. Et ça, je m'en souviens comme si c'était hier. Ma sœur avait plusieurs fils dans ses bras. Elle était entourée là, de machines autour d'elle. C'était quand même impressionnant pour moi de voir ça autour de ma petite sœur. Alors, je me demandais vraiment, là, qu'est-ce qui se passait. J'ai pas resté très longtemps dans la chambre. Ma sœur a pas prononcé nécessairement de mots lorsque j'étais là. Elle avait l'air plus ou moins fatiguée, je vous dirais. Très somnolente. Alors, j'ai un petit peu parlé avec ma mère quand ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. Puis finalement, là, ma grand-mère est arrivée dans la chambre et m'a dit « Alison, il faudrait qu'on quitte. » Alors ma mère m'a dit « Alison, donne-lui un câlin puis on va se revoir bientôt. » Alors je donne un câlin à ma sœur et je lui dis « Je t'aime. » Et je m'en vais. Je savais pas à ce moment-là que ça allait être la dernière fois de ma vie que j'allais la voir, que j'allais pouvoir la serrer dans mes bras et lui dire que je l'aime. Mais du haut de mes 7 ans, je comprenais pas nécessairement ce qui se passait. Alors, quelques jours plus tard, le 5 mai 2013, ma tante m'a dit « Alison, on retourne à la maison. » Lorsqu'on est arrivé, la première chose qui m'a frappée, c'est de voir que toute ma famille était réunie sur mon balcon arrière. Et moi, la manière dont ma maison est faite, c'est que en fait, quand tu rentres, il y a les escaliers, puis tu peux voir là en haut les chambres. Et directement la vue sur la chambre de ma sœur, Maïka. Alors lorsque je suis entrée, je me souviens avoir jeté un coup d'œil justement là, dans sa chambre et avoir vu les rideaux qui étaient fermés. Alors je me suis dit, ah, elle dort peut-être. Alors là, je suis arrivée et tout s'est passé très vite. Là, je pourrais pas vous dire les détails exacts, mais mes parents m'ont dit, Alison, on aimerait ça te parler. Alors j'ai dit, OK. Je me suis assise avec eux. Alors, ils m'ont dit, sais-tu un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pour ta sœur? Moi, j'ai dit que j'avais entendu le terme hémorragie sans plus. Finalement, mes parents m'ont annoncé que ma sœur ne reviendrait pas à la maison. Alors, directement, moi, dans mon cerveau de petite fille, je me demande, est-ce qu'elle est malade? Est-ce qu'elle va rester à l'hôpital à cause qu'elle est malade? Il y a eu des problèmes. Et mes parents m'expliquent que ma sœur Maïka est décédée. Je me souviens qu'au moment où ils m'ont annoncé son décès, j'ai été absolument perturbée, là. J'ai directement pleuré, j'ai pleuré pendant des heures d'ailleurs, là. Moi, ça a été ma réaction première. La deuxième, ça a été la frustration.
de ma plus jeune sœur, justement, qui était à côté de moi et qui continue à jouer et vivre sa vie, là. Ça me faisait beaucoup d'incompréhension dans mon cerveau. Alors, je comprenais pas pourquoi ma sœur, elle, réagissait pas comme moi par rapport à ce deuil-là. Alors, suite à cela, je vous dirais environ les 2 années qui ont suivi le décès de ma sœur, je me souviens absolument de rien ou quelques petits souvenirs par-ci, par-là. C'est comme si mon cerveau avait effacé le moment suite au traumatisme que j'ai vécu, je vous dirais. Savons-nous réellement quelle est la différence entre le deuil et la perte? Quels sont les effets sur la société et comment devrions-nous les aborder? Pensons-y et essayons d'y répondre ensemble. Certains d'entre vous seront peut-être déstabilisés ou même intrigués par ce questionnement. En effet, depuis trop longtemps, la société qualifie le deuil et la perte comme des sujets tabous, qui ne devraient pas être discutés, par peur de faire mal ou encore de créer un malaise. Mais qui sont ceux qui en savent vraiment sur ce sujet? Et jusqu'où vont les horizons de cet enjeu? Nous essaierons donc d'en apprendre davantage sur le deuil ainsi que la perte, afin de trouver des moyens d'aider les gens qui en vivent. Moi, ma mère s'est enlevée la vie en 2010, en août 2010. Tout a éclaté. Tout a éclaté. C'est la sensation de plus avoir de repères, de perdre un modèle. L'année passée, je revenais de travail, puis j'ai mon frère qui m'appelle un peu en panique, puis qui me dit « Maman est morte ». Fait que ma mère est morte de façon naturelle. Le plus difficile, ça a été de perdre mon mari. Il débutait l'Alzheimer. Fait qu'on n'a pas pu lui donner les médicaments appropriés pour retarder l'Alzheimer, parce qu'il y avait quand même des médicaments pour le retarder, mais juste instantané, il perd je le vois descendre. Je le vois perdre sa mémoire. Ça, j'ai trouvé ça très difficile. C'était plus l'homme qui était. Moi, il y a un petit peu plus de 6 ans, mon père s'est enlevé la vie. En fait, ça s'est passé le 19 septembre 2016. Moi, c'est le deuil de mon frère. C'est vraiment, ça a été bouleversant dans ma vie. Puis, on parle que c'est le matin du 24 juin 1999. C'est un accident. C'est un accident de travail. À cette époque-là, il travaillait dans un garage. Puis, c'est en voulant gonfler un pneu de camion. Le pneu a éclaté, donc ça a explosé sur lui. Fait que son décès a été constaté assez rapidement. Nous sommes venus de l'Argentine avec 12 enfants. Ça a été un événement vraiment important dans nos vies parce que ça a nous changé vraiment toute la façon de vivre, la façon de penser. Les choses qu'on manque toujours, je pense que c'est la famille, c'est la personne. Avant de venir, son père, il est tombé malade. On a découvert une maladie. Et mon père, il a Alzheimer. Et mon père, la dernière fois que je l'ai vu, c'était... moi, je lui donnais un câlin. Et... Oh, c'est lourd. Et je savais que c'était la dernière fois qu'il sentait mon câlin. Et... aujourd'hui, mon père, il parle plus. Il marche plus. Et les seules choses qu'il répond, c'est oui, non. James est handicapé, le syndrome d'Aicardi-Gouttière. C'est un syndrome qui est rare. Il y a 25 cas dans le monde. Puis là, cette maladie-là, c'est une maladie dégénérative. Fait qu'à chaque fois qu'il y a des épisodes, il se trouvait à dégrader. T'sais, là, il n'y a plus de mobilité. James, il est dans sa chaise, puis il est vraiment dépendant de nous. T'sais, ça a modifié l'environnement familial, si on veut. Moi, j'ai perdu ma soeur à l'âge de 2 ans. Et je me rappelle absolument de rien.
habituellement, tu as des souvenirs, mais moi, j'en ai aucun. Pour des personnes, ils vont trouver que c'est plus facile parce que tu n'as aucun souvenir, fait que tu peux pas dire « je m'ennuie d'elle ». C'est vrai, mais en même temps, c'est plus difficile quand à sa fête ou quand on la fête tout simplement. Le monde, c'est plein de choses, puis essaie de te dire, mais tu comprends rien parce que tu t'en rappelles pas. Puis, le 3 octobre 98, j'ai fait un ACV. OK. Cet ACV-là a fait en sorte que j'ai paralysé du côté droit. J'ai perdu ma mobilité du côté droit et je me suis retrouvé à l'hôpital. Puis à l'hôpital, ben là, j'ai pensé, j'ai dit, j'ai 48 ans, est-ce que je vais rester paralysé le restant de mes jours? J'ai quand même été hospitalisé 11 jours, puis j'ai passé un paquet de tests où j'ai dû reprendre à écrire, réapprendre à marcher. Étant donné que j'avais plus la santé que j'avais, puis j'étais un gars qui était quand même dynamique, ça m'a affecté dans le sens que je savais que j'étais plus capable de faire tout ce que je pouvais faire avant. C'est mon petit garçon Léo qui a la dystrophie musculaire de Duchenne. C'est une maladie neurologique qui est dégénérative, donc c'est les muscles qui perdent tranquillement de la force, tout ça. Ça impacte évidemment la marche, l'équilibre, tout ça. Et vu que c'est dégénératif, ben, éventuellement, ça va toucher les poumons, le cœur, puis Léo, il va en mourir de ça. C'est une maladie qui est mortelle. En juillet 2010, on a décidé de commencer les essais pour avoir une famille. Puis les mois passent, puis à chaque mois, c'est déception. 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 Surtout pour moi. On dirait qu'en tant que femme, on se met beaucoup plus la pression. Puis responsable que si ça marche pas, c'est de notre faute, évidemment. Là, ma mère, elle m'a appelée, puis elle m'a dit, là, panique pas, mais l'endroit où papa travaille, ils m'ont appelé, puis il n'est pas rentré travailler. Là, c'est flou dans ma tête qu'est-ce qui s'est passé entre tout ça, mais je me souviens qu'avec ma soeur, on est partis en auto. On s'est dit, on va aller voir dans les rangs du village si on trouverait pas papa, tu sais, s'il peut aller se ressourcer quelque part, là, ça peut arriver. Jusqu'à ce qu'on croise une ambulance. Là, ça nous a mis la puce à l'oreille. On l'a vu rentrer dans un rang en particulier. On a suivi l'ambulance. Donc, on a vu l'ambulance qui s'en allait en bas, la voiture de ma mère qui était là en bas. Ma soeur est descendue, je me suis mis à courir dans la côte comme ça, puis elle a rejoint ma mère avant. Donc, je l'ai entendu hurler, puis j'ai même pas eu besoin de mots là, pour comprendre qu'est-ce qui se passait. Je me suis écroulée par terre. Là, j'ai essayé d'appeler toutes mes amies. J'avais tellement besoin de parler, je pouvais pas croire que ça m'arrivait. J'avais 14 ans à l'époque. J'étais chez mes parents. Ma mère, mon jeune frère voulait aller chez son ami qui était au coin du rang. On vivait dans un rang à Saint-Côme. Puis les autos roulaient vite. Fait que ma mère dit, comme elle dit à mon frère, lui il voulait y aller en vélo. Fait que ma mère prend le temps de lui dire non, j'aimerais mieux aller te porter parce que j'ai peur que tu te fasses frapper. Fait que là, évidemment, elle va le porter. Puis 10 minutes après, elle reçoit un coup de téléphone. Comme quoi qu'il s'était fait frapper par une voiture. Là, ben moi, la première idée que j'ai eue, c'est d'aller m'isoler toute seule à l'extérieur. Parce que je voulais pas entendre ma mère pleurer en revenant. Je voulais pas voir toutes les répercussions de ça. Je voulais pas... c'était comme trop lourd pour moi. Mais moi, ma façon pas de me protéger, mais de vivre la chose, c'est de le garder en dedans, puis de pas en parler. Parce qu'à toutes les fois que j'en parlais, c'est là que je pleurais ou bien que ça me faisait revenir des souvenirs. C'est un choc émotionnel, on s'en attend pas, c'est le premier dans ma famille, mes familles proches, mes grands-parents sont encore là, c'est le premier décès, ça nous a affectés, pour moi ça a été vraiment un choc. Ben moi, ça m'a vraiment plongée dans une grande souffrance, une grande tristesse parce que oui, c'est un deuil, mais aussi là pour moi c'était plein de micro-deuils rattachés à ça parce que automatiquement, tu sais, je tombais enfant unique. On était 2. Puis c'était comme aussi, pour moi, la famille, c'était une valeur super importante. Puis là, ben, ma famille était brisée. Ça m'a plongée dans une solitude, une tristesse, une souffrance. C'est par le deuil de choses qu'on vivra pas avec cette personne-là, le mariage, l'arrivée des enfants, tout ça, c'est tout ça qu'il faut réapprendre aussi
à vivre avec l'absence de cette personne-là. Moi, suite à ça, j'ai vraiment eu beaucoup d'anxiété. Puis pour compenser cette anxiété-là, j'ai commencé à consommer de l'alcool pour m'automédicamenter, en quelque sorte. Non, ça a été difficile de voir mon mari perdre ses capacités. Puis il l'avait mis dans une chambre où il y avait une vieille madame, une madame qui avait quand même très âgée. Puis elle était Alzheimer. Puis il la regardait, là, puis je le voyais dans ses yeux, comment ça lui faisait mal. Puis il arrive et puis il me dit, c'est pas drôle, il dit, je vais devenir comme ça, hein. Même, tu sais que tu veux dire à celui que t'aimes, ton mari, on sait pas trop quoi dire dans ce temps-là, hein. Je suis entrée beaucoup dans la colère, vraiment beaucoup dans la colère, puis ça m'a pris beaucoup de temps avant de sortir de ça. Il a fallu que je consulte. Je faisais vivre à mon corps des émotions qui sont pas encore arrivées. Depuis qu'on a le diagnostic de cette maladie-là, j'ai des petits deuils au quotidien. Tu sais, Léo, il a un basic adapté, il fait pas du basic comme les petits gars. Fait que, tu sais, de pas voir mon petit gars faire du basic, il peut pas faire de sport, à la récréation, ben, il suit pas les autres. Dans les cours d'éduc, il suit, mais tu sais, il suit pas aussi vite que les autres, il a moins d'endurance. Fait que, tu sais, c'est tous des petits deuils. Je sais qu'une fois, ça m'avait marqué beaucoup. Je suis allée au bal de finissant de mon grand-neveu, puis, tu sais, je voyais tous ces grands ados-là, tous bien habillés, puis ça, puis tu sais, je m'étais dit, tu sais, je sais même pas si mon gars va avoir son bal de finissant, puis tu sais, je me suis dit, si jamais il l'a, tu sais, il va être en fauteuil roulant. Tu sais, ça m'avait marqué beaucoup cette fois-là, ça m'avait fait bien de la peine. Puis finalement, 9 inséminations plus tard, ça marche pas non plus. Fait qu'on fait la première FUV, tout va bien, j'ai des beaux ovaires, des beaux ovules, tout ça. Il y a un embryon qui se crée. Puis on avait vraiment la photo sur notre frigo, là. C'était comme notre futur bébé en route, ça, là. Puis un soir, on s'en va chez ma grande sœur. On s'en va chez ma grande sœur et je commence à avoir des saignements. Là, la panique nous a prises. Le lendemain, on se rend directement à la clinique Procréa pour se faire dire que malheureusement, il n'y avait pas eu une nidation de notre embryon et donc ça n'avait pas fonctionné. On a pleuré tous les deux, complètement vidés émotionnellement, plus d'espoir. Caractérisé par une période de douleur et de chagrin, le deuil est un état psychologique qui peut également se manifester sous forme physique. Malgré le fait qu'il est généralement provoqué par la perte d'un proche, on peut également le retrouver dans plusieurs situations de la vie courante, telles qu'un déménagement, une rupture ou encore la perte d'un travail. Dans ces cas-ci, nous utiliserons alors le terme « perte ». Moi, je te dirais, là, Alison, que aujourd'hui, là, c'est dur de le verbaliser parce que avant, jamais que j'allais dire ça, jamais que je pouvais dire que je serais prête que James parte. Parce que je me voyais pas vivre sans lui. C'est la moitié, pour moi, c'est la moitié de mon cœur, c'est ma vie. Tout le temps, tu sais, il y a 21 ans, si on peut dire, puis c'est moi, là. C'est moi son poteau. Mon côté protecteur encore embarquait. Puis là, j'ai comme pu penser à ma mère. Je pensais plus à ça. Je pensais à mon frère qui était tout seul avec ma mère. Mon père s'en venait, j'anticipais sa réaction, un peu comme quand mon frère est mort, j'anticipais la réaction de mes parents qui allaient pleurer. Ben par la suite, je veux pas, après cette soirée-là, y réfléchissant, puis là, ça devient plus dur, puis là, tu comprends que la personne est partie. Je pense que notre deuil avait déjà été fait tranquillement, pas vite avant, parce qu'avant de s'enlever la vie, ma mère elle avait déjà fait une première tentative aussi en 96. Puis je pense qu'on avait fait un peu le deuil d'une maman en santé à ce moment-là. Il y a des jours où je vois mes enfants jouer, tu sais, quand ça va bien, là. Tu sais, avoir juste un beau moment, puis me dire, elle manque tout ça. Tu sais, parce qu'enlève la maladie de ma mère, je suis sûre que ça aurait été une grand-mère super formidable. J'ai fait de la paix avec son absence.
mais pas avec son geste. C'est un geste final à une situation temporaire. Mais à un moment donné, on perd l'espérance, puis là, on se rend compte, on se rend à l'évidence que c'est fini, qu'il faut l'accompagner dans ce que lui vit aussi. Puis là, je vis dans mon ancienne maison où que je vivais avec mon mari. Fait que c'est sûr qu'il y a des choses qui reviennent, puis que on aimerait qu'il soit encore là. On aimerait qu'il soit encore là. J'étais tellement fâchée. Là. Moi, ça, c'est l'émotion que j'ai vécue énormément, là, la colère. Je comprenais pas qu'il ait fait ça, que tu es capable de laisser tes deux enfants derrière, puis tout le monde là, derrière. Même ça fait 6 ans, puis ça m'arrive encore d'être fâchée. Là. J'ai acheté ma maison récemment, puis tu sais, il y a des choses que un père vient nous aider, là, tu sais, faire les gouttières. Ben moi, il est pas là, mon père, pour m'aider à faire mes gouttières, puis ça me fâche encore. Là. Je suis pas fier de ma décision, hein, parce que moi, je sens que j'ai laissé mon père là-bas, je sens que je l'ai laissé toute seule. Donc, les voyages, des fois, personne a dit « Ah, tu vas retourner à l'Argentine après de combien de temps? 3 ans et demi. Ah, c'est fin. Oui, mais au mental, ça sert à On sait pas encore si c'est les femmes. dur, parce que ce n'est de mon côté, je sais que pour lui aussi, et ça sera le moment de donner un autre câlin, ou peut-être le dernier câlin. Et ça, je sais que ça sera le dernier, parce qu'il va pas bien. C'est quand je me promène puis que je vois des petits garçons courir, la belle famille, puis là, ça joue au soccer, puis ça joue au hockey, puis que je me dis, bah, ça sera pas mon garçon, puis tu sais, je devrais arrêter de me comparer, c'est pas la bonne chose à faire, mais des fois, c'est plus fort que moi. Fait que oui, il y a des journées qui sont plus dures. J'ai comme la tristesse pour elle, pour la maman qu'elle était, tu sais. Il y a des bouts de tough quand t'es une maman. Vraiment. Vraiment. Puis je me dis que pour avoir passé à cet acte-là, malgré le fait qu'elle avait 4 enfants en santé, bien placés, tout ça, il fallait vraiment qu'elle soit très, très, très malheureuse et très malade. Les moments où ce que je pense le plus à ma mère ces temps-ci, c'est quand je entends des chansons qu'on a mis à ses funérailles. Fait qu'il y a un lien qui se fait. Puis là, un petit temps d'émotion, ce que je pleure un peu, puis ça dure tout le temps 3-4 minutes, puis ça fait du bien. C'est juste normal parce que ça va toujours être un manque dans notre vie. Là, aujourd'hui, je suis capable de dire que je te dis pas que je suis prête qu'il parte demain matin, mais tu sais, je commence à cheminer dans mon deuil futur, si tu veux. Parce que je sais qu'il ne sera pas toujours avec nous. Puis je sais que lui, il souffre. Tu sais, mes amies jumelles, leur mère est décédée du cancer, puis tu sais, elle aurait voulu vivre là, cette personne-là, mais moi, mon père, il a décidé de finir avec sa vie. Donc, ce que je dis souvent, c'est que quand mon père est parti, il est parti avec un bout de mon cœur, puis que cette partie manquante de mon cœur, oui, elle va se refermer, mais il va toujours rester un petit trou, là, je sais pas comment l'exprimer autrement, tu sais, ça va jamais se refermer. Puis ça peut rouvrir, mais il y a une blessure qui est là quand même, là. On ne va pas se mentir, le deuil est un sujet qui nécessite une grande délicatesse lorsque vient le moment d'en parler. De plus, ce n'est pas tout le monde qui a expérimenté cette épreuve, ce qui fait en sorte que bien des jeunes ne savent donc pas comment réagir lorsque vient le temps de se confier à quelqu'un. Comment est-ce donc possible d'accompagner quelqu'un qui vit une telle perte et comment pouvons-nous être ce réconfort qui apaisera les tourments? Afin d'en apprendre davantage sur le deuil, les pertes, ainsi que les outils qu'on peut utiliser afin d'accompagner une personne endeuillée, nous allons rendre visite aujourd'hui à l'organisme Deuil Jeunesse afin de discuter avec des professionnels qui nous permettront d'approfondir davantage nos connaissances sur ces sujets. Je m'appelle Justine Méquiou, je suis travailleuse sociale et directrice clinique à l'organisme Deuil Jeunesse.
moi c'est Alexandra Gagnon, donc je suis bachelière en psychoéducation de formation et étudiante à la maîtrise en psychoéducation actuellement. Un deuil, c'est sûr que si on regarde la définition du dictionnaire, là, ça va être souvent plus en termes de douleur, d'affliction qu'on va ressentir à la mort d'un proche. Du moment où ce qu'on est en relation avec quelqu'un et que cette personne-là meurt, on est en deuil. Donc vraiment tout ce qui se vit lorsqu'il y a un lien affectif, un lien important qui est fort. C'est sûr que le mot deuil de nos jours est utilisé un peu à toutes les sauces, fait qu'on l'utilise pas toujours dans les contextes de mort d'un proche. Les autres réalités, on va plus parler de réalité de perte parce que il y a quand même une distinction à faire. Si on compare une personne qui vit la mort d'un proche ou une personne qui perd des amis par exemple ou qui vit un autre type de rupture, ben c'est sûr qu'il y a pas du tout la même réalité. Donc, on va pas parler de deuil lorsqu'on parle d'une séparation. À ce moment-là, ça va être vraiment une perte, où là, il y a une question d'irréversibilité qui n'existe pas. Il existe beaucoup de modèles à étapes. Donc, des modèles en 5 étapes, des modèles à 7 étapes. Il n'y a pas d'études, ou très, très peu, là, qui fondent ces étapes-là. Il n'y a pas de consensus sur le nombre d'étapes, parce qu'un deuil, ça ne se vit pas en étapes. Donc, nous, de notre côté, on est plus dans un modèle à se dire que le deuil, c'est comme des montagnes russes. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments donc plus difficiles, des moments qui vont un petit peu mieux, mais qu'il n'y a pas de modèle prédéfini et que chaque personne doit faire ses propres montagnes russes. Des fois, ça va venir en grande montagne où il y a beaucoup d'émotions. Des fois, on va être plus dans des émotions positives, des fois négatives. C'est sûr qu'un deuil, c'est un événement marquant. OK? Donc, ça n'a pas le choix d'avoir des conséquences. C'est sûr qu'il va avoir le manque de cette personne-là parce que c'est quelqu'un qu'on aime. Puis une partie d'avoir un contact avec cette personne-là, ben malheureusement, le contact physique est comme plus possible. Dans les grandes tendances qu'on va voir, bien, c'est sûr que dans les premiers moments d'un deuil, il y a souvent des réactions, il y a des émotions, mais tout peut être normal. Hein? Donc, pleurer, c'est normal, ne pas pleurer, c'est normal, être fâché, c'est normal, ne pas l'être, c'est aussi. On pourrait passer une journée à décrire l'ensemble des réactions possibles dans les contextes de deuil, mais ce qu'on voit, c'est ce que ça a comme conséquence aussi, c'est vraiment des conséquences sur le moyen long terme. Donc, des conséquences sur le développement de la personnalité, le développement de l'identité. Puis ça, ben, ça peut être plus ou moins positif ou plus ou moins négatif selon les personnes. Parce que c'est pas une problématique de vivre un deuil ou une perte, mais c'est une réalité. Tout le monde va passer par là, donc il n'y a pas tant de conséquences sur le fait de le vivre, plus que de la manière dont on est accompagné ou la manière dont l'entourage va nous faire vivre ça, en fait, parce que ça va amener plein d'émotions. Chez les jeunes, on constate aussi des risques de décrochage scolaire. Parfois, on voit des troubles au niveau de la santé mentale. On peut voir aussi des idées suicidaires qui peuvent être plus présentes. Mais ce sont des risques, OK? Donc, c'est pas tout le monde là, qui va développer nécessairement ça, mais c'est pour ça qu'on vise un accompagnement, dans le fond, de ces gens-là en prévention, finalement, là, de ce type de conséquences plus négatives qui pourraient arriver. Moi, ce que j'aime dire, c'est que le deuil ou les pertes, souvent, c'est des amplificateurs de ce qui est présent ou, tu sais, qui peut venir jouer. Donc, par exemple, si un enfant de 4 ans est en deuil, bien souvent, un enfant de 4 ans, il a déjà de la difficulté à gérer ses émotions. Et là, comme le deuil, ça va amener des très grandes émotions, bien ça amène une gestion encore plus difficile. Il n'y a pas de chemin de vie pareil. Fait que c'est vraiment difficile de prévoir la trajectoire. Ce qu'il faut comprendre, dans le fond, là, c'est que quand on vit un deuil, il y a des choses qui vont venir nous aider dans notre deuil. Il y a des choses qui vont nuire à notre deuil. Fait que il y a une multitude de facteurs d'influence qui vont venir jouer sur la façon dont on va vivre les choses. Parfois, malgré nos bonnes intentions, notre maladresse d'amour et notre méconnaissance peuvent venir trahir notre discours. En pensant outiller un proche, on peut causer beaucoup de dommages, sans s'en rendre réellement compte. C'est pour cela qu'il est important de bien s'informer et d'être principalement une écoute fidèle et compatissante envers les gens endeuillés. Tu sais, j'avais l'impression qu'ils comprenaient pas ce que je vivais. J'avais l'impression de vivre ça seule. Juste écouter, être à l'écoute. Que la personne puisse dire tout ce qu'elle vit, comment qu'elle se sent. Je pense que la meilleure réaction que tout le monde devrait avoir, que j'essaie d'avoir quand quelqu'un parle de quelque chose qui est plus sensible, c'est vraiment l'écoute puis la bienveillance. Les gens l'ont été beaucoup.
Mais je sentais un certain malaise parce que moi, j'avais besoin de parler, de dire, mais tu sais, quand Léo va mourir, telle affaire, puis les gens, tout de suite, c'était... Bon, mais là, dis pas ça, puis parle pas de ça, puis tu sais, tu sentais que les gens se raidissaient, puis moi, j'avais besoin de le dire. Il y a un grand malaise dans la société par rapport à tout ce qui touche à la mort, au deuil. On dirait que c'est des réalités qu'on voudrait écarter de nos vies. On veut plus en parler. On dirait qu'on veut faire comme si ça n'existe pas. Je fais juste un parallèle avec la mort, mais on veut que ça aille vite. Quand il y a un décès, les rites funéraires, il faut que ça se passe vite. Puis il faut vite aussi que les endeuillés passent à autre chose. C'est un petit peu le message qui est envoyé par la population. Pas pour mal faire, mais parce qu'il y a un malaise avec la souffrance qui est ressentie dans ces événements-là. Je dirais que ce qui est le plus difficile pour les endeuillés, c'est souvent dans la réaction des autres. Ils doivent gérer non seulement ce qu'eux ils vivent, mais comment les autres vont réagir à ce qu'eux ils vivent. Donc, est-ce que c'est par malaise? Est-ce que c'est par gêne? Est-ce que c'est par pitié? Donc, c'est des choses qui doivent apprendre à gérer malgré eux, finalement, dans ce deuil-là. Si la personne elle a besoin d'en parler, c'est sûr qu'il faut l'écouter. Pour moi, ça serait d'écouter la personne. Puis si la personne, elle, a besoin d'être seule, c'est aussi d'écouter ça que la personne a besoin de vivre son deuil, parce qu'on vit pas tout notre deuil de la même façon. Mes amis m'ont sorti, puis ils m'ont jamais jugée. Tu sais, même si on allait voir un spectacle de musique, ben moi, ce que j'avais en tête, c'était ce qui se passait dans ma vie. Mais mes amis m'ont jamais comme empêché de parler de ça. Puis ils m'ont jamais fait sentir que j'étais lourde. S'adapter aux gens, aimer les gens comme ils sont, de réfléchir avec eux. Je pense que juste d'être à l'écoute, ça fait beaucoup de bien au monde. Puis de ce que j'ai vécu, de voir des gens se déplacer pour venir nous voir, puis d'avoir une compassion, d'avoir les mêmes sentiments que nous, vivre le deuil avec nous, ça nous a fait du bien. Ben, les phrases préfaites, là, genre, tu vas le voir, le temps va arranger les choses, le temps va guérir les choses. Tu le sais consciemment quand tu es dans le deuil que le temps va faire son œuvre, mais tu ne veux pas l'entendre. Ça vient juste être encore plus blessant. C'est des commentaires mal placés, qui peut être des fois irritants. C'est sûr qu'être présent, que du monde qui sont présents, puis qui nous entoure d'amour. L'amour, c'est grandiose, là. Et c'est sûr que quand on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour bien accompagner une personne en deuil? Ben, je dirais que la première des choses, c'est pas de faire comme si rien n'était arrivé. Puis ça, malheureusement, ce qu'on constate, c'est que les gens vont avoir tendance à avoir un regard fuyant, vont avoir tendance à pas oser poser de questions. Nous, souvent, ce qu'on va dire à Deuil Jeunesse, c'est quand quelqu'un vit une blessure physique, on ose le questionner. « Pourquoi tu as une jambe cassée? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Est-ce que je peux t'accompagner? » Bon, les gens vont oser lorsqu'il y a une blessure physique, alors que lorsqu'on est dans une blessure de deuil, qui est une blessure invisible, qui est une blessure émotionnelle, qui est une blessure interne, finalement, on dirait que les gens là sauront plus comment agir. Mais en fait, ils peuvent agir pratiquement de la même façon. C'est beaucoup dans les écouter. On est habitué de devoir conseiller, de devoir... on veut parler, on veut que ça se passe vite, que ça se passe bien. Ah, tu vas voir, ça va bien aller. Ben, ça se peut que dans les faits, ça aille pas toujours bien, puis que c'est correct que ça aille pas toujours bien, puis de se rendre disponible pour l'autre personne, puis de l'écouter. Il n'y a pas de gêne avec ça, puis la personne ne devrait pas être gênée ou changer de sujet, parce que tout le monde, ça va leur arriver des choses comme ça. Puis mes ex-collègues, si on veut, ils ont débarqué chez nous quand ils ont su la nouvelle pour juste me prendre dans leurs bras, puis essayer de partager ma peine un peu. Mais par la suite, je veux pas, ces personnes-là reprennent leur vie. T'sais, nous, on a l'impression que notre monde s'arrête, mais eux autres, leur vie continue. Puis c'est comme... C'est difficile à accepter. T'sais, eux autres, ils continuent à avoir de la joie, à avoir des activités, puis tout est vraiment dans un trou noir, là. Quand j'y repense, c'est du positif qui ressort de ça. J'ai eu des amis extrêmement présents. Puis je me souviens, le premier Noël... que j'étais dans sa famille à lui, je suis devenue très émotive parce que je regardais sa famille complète
sa bulle familiale comme moi j'avais avant. Je regardais sa bulle puis je me disais waouh, moi j'ai plus ça, tu sais. Puis là ça m'a rendue très émotive, mais ils ont été super accueillants, super gentils par rapport à tout ça. Mais les gens qui vivent avec nous la tristesse, ça vient nous chercher d'une façon que je pourrais pas le décrire. Tu connais pas la personne, tu vois la personne devant toi qui pleure puis qui semble compatissante vraiment. Parce que quand on dit mes sympathies, c'est de dire à l'autre personne, je vis les mêmes sentiments que toi, avec toi. Tu sais, il y a un aspect d'interaction. C'est pas juste une phrase que tu dis dans le vide. Je me sentais seule parce que je mettais le focus sur cette perte-là, mais tu sais, j'étais vraiment bien entourée. Ben, je suis encore très bien entourée, tu sais, mes parents, puis mon chum, mes 2 filles, puis tu sais, c'est de aussi pas oublier les autres autour de nous qui sont là avec nous. Quand on parle de mort, de maladie ou peu importe, c'est d'être, comme je te disais tantôt, dans l'écoute, dans la bienveillance, plutôt que dans l'évitement ou de ben non, ça va être correct, que tout va être beau. Moi, s'il y avait quelque chose qui m'énervait, c'était de banaliser ce que je vivais. À prendre des nouvelles, avoir une espèce de redevabilité, de prendre des nouvelles régulièrement, d'écouter, juste d'écouter les personnes endeuillées, juste un câlin. Puis démontrer sa vraie présence. Pas dire je vais être là sans l'être. Vraiment être sincère avec la personne. Si tu as besoin, je vais être là. Appelle-moi ou je vais y aller chez toi. On va prendre un café, prendre une marche, faire une activité X, Y, Z. Oser dire, je sais ce qui est arrivé pour toi en fin de semaine. Si tu veux en parler, je suis là. Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? OK? Donc, oser aller vers l'autre et pas attendre, dans le fond, que la personne exprime elle-même ses besoins. Parce que c'est souvent ça que les gens vont faire, vont attendre finalement qu'on lève la main pour dire j'ai besoin d'aide, mais les endeuillés osent pas toujours. Donc, ça les maintient parfois dans des non-dits, ça les maintient dans des tabous, ça les maintient dans un isolement. C'est important des fois d'avoir des grandes oreilles, de rester attentif aussi avec des grands yeux à cette personne-là, mais une petite bouche dans le sens où on n'a pas nécessairement besoin de parler ou juste de parler quand c'est pertinent, mais on n'a pas besoin nécessairement de conseiller ou d'outiller. Des fois, juste d'écouter, là, ça va être vraiment la meilleure chose à faire là, pour les endeuillés. Les premiers temps, j'aurais pas pensé que j'aurais été ici aujourd'hui, puis tu sais, à faire ma vie et tout ça avec la peine que j'avais, mais c'est drôle à dire, mais la vie, elle continue malgré tout. Puis, tu sais, il y a des beaux jours qui reviennent, là. Il y en a des mauvais, mais la majorité des beaux jours, elle est là. C'est pas rester dans cette solitude-là, cette souffrance-là. Puis surtout aujourd'hui, là, c'est très accessible, les ressources. Puis c'est de vraiment oser rester vulnérable là-dedans. Puis il y a une journée que ça va pas, ben demande de l'aide. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour toi. De pas hésiter à en parler si c'est pas quelqu'un de proche puisqu'on se sent pas à l'aise. Des fois, quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, c'est plus facile de visanger le surplus émotionnel qui nous habite. Là. On a l'impression d'être seul dans cette situation-là. Puis plus qu'on en parle, qu'on ose en parler, plus qu'on voit que c'est beaucoup plus fréquent. Puis c'est en parlant justement avec d'autres personnes qui vivent la même situation qu'on se sent plus compris. Ça va bientôt faire 10 ans que ma soeur Maïka est décédée. Et puis je vous dirais que les répercussions sont toujours autant présentes dans ma vie. J'ai énormément de troubles d'anxiété qui ont découlé de cet événement-là. Avoir peur de m'attacher aux gens. J'ai peur de me faire accepter comme je suis. J'ai peur de m'attacher aux personnes qui m'entourent. Alors, je vous dirais que malgré le fait que ça fait énormément d'années, j'ai encore autant de peine. Mais qu'est-ce qui me fait le plus du mal, en fait, c'est que, veux pas, du haut de mon cerveau de 7 ans, je me souviens pas nécessairement de tous les événements que j'ai vécus avant. Alors, avec les années, ça ne fait que s'effacer, justement, mes souvenirs avec ma sœur. Parce que le deuil, c'est une réalité de vie, en fait, là. Donc, c'est pas une problématique, c'est quelque chose qu'on peut rencontrer dans tous les domaines, dans toutes les sphères de vie. Puis il y a personne qui est à l'abri de cette réalité-là. On a le droit d'entendre parler du deuil ou de la maladie grave ou d'une perte
sans que ce soit grave ou triste de le faire ou tu sais, ça fait partie de la vie, puis c'est un sujet comme un autre. Puis faut apprendre à vivre avec cette partie-là. Honnêtement, je trouve que c'est un sujet qui est encore trop peu abordé. Puis je pense que c'est par des outils comme ça, justement, que les gens vont être en mesure peut-être de se rendre compte qu'on peut parler de ces réalités-là. Puis moi, c'est vraiment ça le message que j'ai envie d'envoyer. On peut en parler. Du moment où on vient au monde, il y a la certitude qu'on va mourir à un moment donné. Donc c'est sûr que de pouvoir apprendre à accompagner, apprendre l'importance de cet accompagnement-là pour les gens qui vivent le deuil, la perte ou de comprendre leur réalité, c'est quelque chose qui est nécessaire, je pense. Puis plus tôt on va en parler, mais plus quand ces réalités-là vont arriver, bien mieux on sera outillé, puis plus ce sera facile justement peut-être d'aller soutenir les personnes qui le vivent. Le deuil, ce n'est pas une maladie. Encore moins une maladie qui est facile à reconnaître grâce à ses effets secondaires. Mais sachons reconnaître les signaux que peuvent parfois laisser retentir les gens qui vivent des épreuves. Soyons les personnes empathiques en qui il sera facile de s'exprimer librement, sans jugement. Écrasons le tabou qu'est le deuil, tous ensemble, une fois pour toutes.